Bienvenue aux études de cas. Aujourd'hui, on va avoir une étude de cas, en fait deux études de cas sur les défis qu'on peut avoir quand on a l'arthrite. J'ai fait une série de vidéos avec l'étude de mois sur le mois national de l'arthrite. Ne manquez pas d'aller l'écouter si jamais vous ne savez pas les différents types d'arthrite et combien c'est prévalent. En fait, aujourd'hui, un Canadien sur 5 a des problèmes d'arthrite et aussi dans les 20 prochaines années, il y aura environ, c'est estimé qu'il y aurait une augmentation de 50%. Donc, c'est hyper important de en prendre conscience, en prendre connaissance, de savoir ce qui peut se faire. Et j'ai décidé de faire vraiment ces séries d'études de cas parce qu'on nous demande souvent si jamais on peut aider avec cette maladie ou ce symptôme. Et c'est toujours dur pour nous de dire si on peut aider ou pas, parce que souvent on peut avoir différents symptômes qui sont reliés à différentes causes, comme j'espère justement pouvoir vous montrer avec ce genre de série, parce que c'est tellement personnalisé et chaque personne, des fois, peut avoir une cause différente. Et donc, ce genre de vidéos vont vous donner une idée, mais rappelez-vous que ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour tout le monde ou pour chaque personne qui ont ce même genre de symptômes. Ça va dépendre, puis on va en parler justement dans la prochaine diapo, mais sachez que vous n'allez pas avoir tous les détails de l'étude de cas. Puis en fait, qu'est-ce que ça veut dire une étude de cas? Ça veut dire qu'on vous montre un cas d'une personne qui a fait le programme clinique et vraiment qu'est-ce qui s'est passé mais, tout au long du programme, mais on ne va pas nécessairement passer dans tous les détails. Puis ça, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'on veut garder le tout le plus anonyme par respect de ce qui est partagé en ligne. Et la deuxième, c'est pour garder aussi les capsules le plus faciles à consommer parce que ceux qui me connaissent savent que je pourrais parler pendant des heures et des heures. Donc voilà, on essaie de garder ça le plus court, mais on a un webinaire qui explique justement la méthode PASS puis les 7 étapes de cette méthode. Donc, si jamais vous voulez avoir vraiment des détails pour comprendre comment ça fonctionne, vraiment pour qu'on ait des résultats durables dans notre santé, on explique le tout dans le webinaire. Puis, conseil rapide, si jamais vous l'écoutez, écoutez-le avec quelqu'un qui partage votre lieu d'habitat parce que souvent, ces personnes-là sont affectées par vos changements d'habitude si tout d'un coup, vous décidez d'en faire. Donc, j'ai vraiment l'intention de publier de plus en plus de contenu comme ça. Donc, si jamais vous avez du feedback ou quoi que ce soit, et pour que je m'assure que je publie toujours des vidéos qui vous intéressent, un j'aime ou pas m'indique des informations quand même en retour, mais aussi des commentaires, m'encourage à non seulement continuer, mais aussi ajuster le contenu en fonction de vos attentes. Puis, un partage de la vidéo peut aider d'autres personnes à découvrir qu'il y a peut-être des solutions pour eux. D'accord? Donc, voilà, en gros, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Natacha Azrak, j'ai un bac en nutrition de l'Université McGill, mais quand j'ai découvert l'approche de la médecine fonctionnelle, qui est en gros une approche qui recherche le pourquoi de nos symptômes, et vous allez comprendre plus justement en voyant les 7 étapes dans notre webinaire, mais c'est ces étapes que j'ai développées avec mes années d'expérience pour plus facilement appliquer cette approche, parce que souvent, cette approche peut ressembler des fois à du chinois. Et donc, cette approche a tellement changé ma vie et ma pratique que j'ai laissé la nutrition conventionnelle. Puis aujourd'hui, je suis focalisée uniquement sur cette approche. Et j'ai été la première francophone au monde avec la certification de l'Institut de médecine fonctionnelle et celle du protocole WALS, qui est un programme en fait qui supporte les gens qui ont la sclérose en plaques et autres maladies auto-immunes. Donc, j'ai enseigné à l'Université de Montréal cette approche pour essayer d'outiller le plus de professionnels de la santé pour que justement cette approche devienne de plus en plus disponible. Mais même si le nom de l'approche s'appelle médecine fonctionnelle, le nom de la certification, c'est ça, il faut toujours comprendre que c'est pas nécessairement, ce n'est pas de la médecine, puis il faut toujours faire votre suivi médical et que ce n'est aucunement remplaçant. Puis justement, comme je disais tout à l'heure, les cas qu'on vous montre ne veulent pas dire que vous allez avoir la même chose. Justement, ça peut illustrer des résultats potentiels, ça ne veut pas dire que tout le monde aura le même genre de résultats, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Vous pouvez mettre pause sur cette diapositive puis lire le tout en détail, d'accord? Alors, comme j'ai mentionné dans l'étude de moi, j'ai montré plusieurs études sur les cas de spondylarthrite ankylosante, où c'est vraiment un type d'arthrite qui va vraiment atteindre la colonne vertébrale et que c'est très, très, très douloureux. Donc, je vais vous montrer deux différents cas et j'ai choisi de montrer deux différents cas
pour montrer justement comment, comme ce que je disais tout à l'heure, que des fois les gens nous disent « Ah, est-ce qu'on peut aider avec cette maladie? » Mais montrer comment deux personnes qui ont le même problème peuvent avoir des causes différentes et aussi peuvent répondre très différemment aussi. Et donc, la première personne qui avait ce défi-là, c'était une femme de 29 ans et elle venait, parce qu'elle avait été diagnostiquée avec la spondylarthrite ankylosante en 2016, elle avait des douleurs au dos, au cou, beaucoup de tensions qui donnaient des maux de tête presque tous les jours. Elle avait aussi de la fatigue chronique depuis quelques années qui empêchait justement de faire des activités qu'elle aimait faire. Elle aussi avait des allergies qui s'étaient développées tout d'un coup, de l'asthme, alors justement qu'elle n'en avait jamais fait et qu'avant, c'est ça, qu'elle n'en avait jamais fait avant, et que là, ça l'a limité beaucoup dans sa pratique sportive. Et donc, qu'est-ce qu'elle avait essayé? En fait, à cause de tous ces divers problèmes, elle avait été mise sur arrêt de travail, elle avait appris à ralentir, elle avait eu un suivi en psychologie pour apprendre à respecter ses émotions, un suivi en ostéopathie, physio, masso pour la douleur, puis elle avait essayé certains changements nutritionnels, puis ça n'avait pas vraiment donné de résultats. L'autre personne était une femme de 31 ans quand elle était venue, donc vous pouvez déjà voir que ça peut commencer très jeune, ces problèmes-là. Et justement, on a parlé beaucoup de prévalence et de c'est quoi les différentes causes dans l'étude du mois. Et comme je disais aussi dans le webinaire, j'explique beaucoup plus les différentes causes de problèmes de douleurs chroniques, d'auto-immunité. Donc, si vous voulez les détails, n'hésitez pas à aller regarder dans la description pour le lien. Et donc, cette femme-là avait 31 ans. Elle venait pour des douleurs et de la fatigue due à aussi la spondylarthrite ankylosante, mais aussi la fibromyalgie. Et j'ai trouvé ça drôle quand j'ai ressorti les dossiers que les deux avaient commencé dans la même année. Elle avait aussi de l'hypothyroïdie depuis l'âge de ses 16 ans. Et justement, on a fait une étude du mois quand c'était le mois de sensibilisation aux problèmes de thyroïde. Et aussi, on a fait 2 études de cas aussi sur les problèmes de thyroïde. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Ils sont très, très intéressants. Donc, on ne parlera pas de problèmes de défis thyroïdiens ici. On va plus se focaliser sur la thyroïde, mais c'est quand même, ça faisait partie de son profil dans cette étude de cas. Et donc, elle, ce qu'elle avait essayé, c'était d'aller au gym, yoga, manger sans gluten, les produits laitiers, ne pas manger d'aliments préparés ou transformés. Et elle était à 4 jours semaine. Et là, avant de commencer, elle venait de tomber en arrêt de travail. Et elle avait aussi vu des ostéopathes, physio, kinésithérapeutes, psychologues, acupunctrices. Donc, elle avait fait beaucoup de différents professionnels pour justement avoir de l'aide au niveau de ces problèmes. Et donc, nous, notre méthode PASS, qu'on appelle, c'est PASS pour le protocole d'activation séquentielle des systèmes du corps. Donc, dans le webinaire, je parle beaucoup plus en détail, mais vraiment, en gros, c'est qu'on travaille dans une séquence spécifique de travailler sur les différents systèmes pour pouvoir avoir des résultats de façon durable, mais aussi sans dépenser une fortune. Des fois, en médecine fonctionnelle, ça peut s'accumuler très, très vite, puis on peut faire une tonne de tests. Donc, des fois, en fait, en passant à travers ces étapes, on est capable de minimiser combien de tests, etc. Et vraiment de pouvoir voir en fonction du comment le fonctionnement naturel des différents systèmes du corps, on est capable de trouver la cause du problème qui peut être très différente d'une personne à l'autre. Et donc, on commence toujours avec le bas, avec le système de digestion, c'est la fondation de la pyramide. Et donc, c'est la première partie. Pour ces 2 personnes, c'était pas si pire à ce niveau-là, il y avait un peu de manque au niveau de la digestion. On a commencé à travailler pour qu'il y ait une meilleure digestion. Puis en fait, la digestion, c'est quoi son rôle? C'est vraiment de transformer les aliments. Donc, c'est notre estomac qui transforme les aliments en petits morceaux pour qu'ensuite, notre petit intestin puisse les absorber. Donc, comme je disais, pour les 2 cas, ça allait quand même bien. Mais on a quand même travaillé un peu, il y avait un peu de manque. Ensuite, le système d'absorption, c'est le petit intestin justement qui va absorber. Ici, justement, on a une image avec au niveau de l'estomac qui fait la digestion. Ensuite, au niveau de l'intestin, c'est là qu'on absorbe. Et après, tout ce qui ne s'absorbe pas, c'est les fibres qui vont aller dans le gros intestin pour condenser et former les selles et aussi nourrir toutes les bactéries. Donc, toute la flore digestive, quand on parle maintenant, on en entend de plus en plus parler. La flore digestive,
se retrouvent dans le gros intestin. Justement, c'est là que ces bactéries sont. Les bactéries ne se retrouvent pas, il y en a à peine dans le petit intestin. Le travail du petit intestin, c'est vraiment de absorber. Et donc, toutes les bactéries qui se retrouvent dans le gros intestin, quand ça fait des années qu'on a une mauvaise flore, des mauvaises bactéries, ce qui peut arriver comme complication, c'est que ces bactéries peuvent se multiplier, et parce qu'elles ne peuvent pas se multiplier par le bas, parce qu'il y a un trou pour l'élimination, elles vont souvent se multiplier aussi à cause de la gravité, elles vont retourner vers l'arrière, puis se retrouver dans le petit intestin, et c'est ce qu'on appelle une surcroissance bactérienne au niveau du petit intestin, ou en anglais, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, ou acronyme SIBO ou SIBO. Et donc, c'est une des premières choses qu'on veut voir, parce que s'il y a des mauvaises bactéries qui sont retrouvées dans le petit intestin, le plus gros problème, c'est que ces bactéries fermentent nos aliments qu'on est supposé absorber et empêchent l'absorption, et aussi à cause qu'il y a non seulement beaucoup de mauvaises bactéries dans le gros intestin, mais il y en a encore plus qui se multiplient dans le petit intestin, ça crée beaucoup d'inflammation. Et donc, vraiment, quand on veut s'assurer qu'on digère bien, ensuite qu'on absorbe bien, il y a un petit test qu'on peut faire pour justement savoir si jamais il y a des bactéries. Je ne donnerai pas tous les détails. Les détails sont dans le webinaire à propos de qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient, etc. Mais en gros, le test est un test respiratoire qu'on fait. Et en gros, ces tests sont supposés être en dessous de 12. Et on voit pour les deux personnes, donc le premier cas qui avait 29 ans, qu'elle était positive. C'est surtout ici avant le 6e tube, je n'irai pas trop dans les détails, mais en gros, elle était au-dessus de 12. Pour le deuxième cas aussi, elle était au-dessus de 12. Donc, ce n'est pas tout le monde qui vont être positifs. Je crois qu'on en a parlé dans le vidéo de... Quand on a fait l'étude de moi sur le mois de sensibilisation à la fibromyalgie, on a montré les statistiques que, en gros, je crois qu'en prévalence, c'est autour de 15% dans la population. C'est sûr que nous, on attire des personnes qui ont des problèmes chroniques, beaucoup de problèmes digestifs. Donc, nous, environ notre moyenne, c'est autour de 60%. Mais, par exemple, pour les personnes qui avaient des problèmes digestifs ou la fibromyalgie, c'est quasiment entre 80 et 100% des gens. Les personnes qui ont le côlon irritable, c'est très élevé, c'est autour de 80% aussi. J'avais montré les études dans cette vidéo. Mais en gros, donc les deux personnes avaient une surcroissance bactérienne, et donc on a travaillé là-dessus. Pour la première personne, on est passé de en avoir avec le protocole. Elle a très très bien répondu, on s'est normalisé en dessous de 12. Comme je disais ici, c'est surtout avant le 6e tube, parce qu'après on est rendu dans le gros intestin. Vous voyez ici, c'est écrit gros intestin, c'est tout ce qui est avant le 6e tube. Donc ça a très bien été, et déjà là, elle disait que elle avait des super belles selles au niveau de son élimination. Ils étaient bien formés. Elle aussi disait qu'elle avait plus de digestion, plus de ballonnement, et à un moment, elle en avait encore un peu, mais c'était plus dû à sa menstruation. Et déjà là, elle avait pas eu besoin de reprendre d'antihistaminiques pour ses allergies, et elle trouvait que ça c'était vraiment plus stable et que ça se gérait bien. Et son dos aussi, elle avait une petite amélioration, elle était encore sensible, plus sensible pendant ses menstruations, mais pendant la nuit, ça l'empêchait beaucoup moins de dormir, et donc elle avait l'impression que globalement ça allait déjà mieux, puis qu'elle se sentait sur la bonne voie. Elle avait aussi beaucoup moins mal au cou et à la tête, et donc ça allait quand même mieux. Même elle avait un peu l'impression qu'au niveau de sa gestion des émotions, c'était si je me rappelle bien, ça allait mieux, même si elle vivait un peu plus de stress, un peu plus d'événements difficiles, disons. Donc, elle était déjà très contente. Pour le cas, l'autre dame de 31 ans, elle a quand même bien répondu à son protocole, mais il en restait un tout petit peu. Puis juste un tout petit peu dans le dernier tube que on avait décidé de passer à la prochaine étape pour justement trouver la cause de ces bactéries. J'en parle un peu plus dans le webinaire, mais en gros, trouver la cause de ces mauvaises bactéries qui viennent du gros intestin et pour pouvoir les éliminer. Et surtout que des fois aussi, ça peut être des bonnes bactéries qui peuvent retourner en arrière à cause qu'on a une gestion très lente ou quoi que ce soit. Mais déjà, elle voyait qu'elle avait
une petite amélioration au niveau digestif, mais elle avait encore de la constipation. Elle y allait aux 2 jours, c'était dur. Si jamais elle mangeait plus cru, c'était encore plus difficile. Sinon, en termes des autres défis, il n'y avait pas nécessairement eu de changement. Donc, on a vu un peu le système d'absorption. Là, on va passer au système de fermentation, qui est justement où les bactéries sont, le microbiote, c'est vraiment dans le gros intestin. Donc, pour savoir si jamais il y en a des mauvaises bactéries, c'est lesquelles, on fait une analyse de sel. Et pour la première personne, on avait été tellement efficace qu'en termes de bactéries, on était pas mal tout dans le vert. Au niveau des champignons, on était aussi dans le vert, mais et quand je dis qu'on était efficace, on avait été efficace avec le protocole pour le petit intestin, qui en restait vraiment plus de mauvaises bactéries. Elles sont problématiques quand elles sont dans le jaune. À part pour les champignons, qui eux peuvent se multiplier très très rapidement, on préfère vraiment être à 0 pour cela. Donc, elle avait encore un peu de protocole à faire. Et ce qui est très important dans ces analyses-là, c'est pas que on sache juste qu'est-ce qu'on a, mais à quoi ça répond. Parce qu'il y a de nos jours de plus en plus de résistances, le plus que les résistances aux antibiotiques, les résistances aux différents produits. De plus en plus de gens essayent des produits naturels par eux-mêmes. Et à ce moment-là, si jamais on ne élimine pas complètement ces micro-organismes, ils peuvent créer des mutations puis la résistance. Et donc, à ce moment-là, justement, le laboratoire fait pousser. Donc, ça, c'était un des champignons qu'elle avait. Puis, il donne différents antifongiques, différentes antifongiques en termes naturels, en termes d'herbes naturelles. Et comme par exemple, ici, quand on regarde les herbes, c'est vraiment quand le gris est à 50% que on sait que ça répond bien. Et donc, tout ce qui était en dessous de 50%, ça veut dire que les bactéries, ce champignon-là, avait déjà développé une résistance à ces herbes-là. Et ça, c'est hyper important parce qu'en naturopathie, d'habitude, dès qu'ils voient certains symptômes de champignons comme les rages de sucre, des champignons aux orteils, etc., et des rages de sucre vraiment incontrôlables. Souvent, les champignons, c'est ça que ça va créer. Souvent, ce qu'ils vont donner un peu directement, c'est de l'acide caprylique. Mais pour elle, ça aurait été une très mauvaise idée parce que justement, ça n'aurait pas éliminé. Et au contraire, le champignon aurait pu se multiplier encore plus puis créer la résistance. Puis là, je vais vous montrer la sensibilité de tout, de ces 3 champignons qu'elle avait. Mais ça se ressemblait quand même. Donc, on a fait un protocole là-dessus. Là, l'autre cas était très intéressant parce qu'il en restait encore un tout petit peu au dernier étude, donc vers la fin du petit intestin. Mais en gros, ce qu'on a compris, c'était que vraiment le protocole aussi avait été très efficace. On avait été capable de tout éliminer. Des fois, la famille Citrobacter peuvent se multiplier plus rapidement puis se retrouver dans le petit intestin. Donc, on avait voulu juste continuer à éliminer, mais souvent, c'est ces bactéries-là qui diminuent déjà en quantité. Donc, souvent, quand on a une surcroissance bactérienne, des fois, ça donne une étape de plus à faire, mais souvent, ça va plus vite dans la deuxième étape. Et elle avait aucun champignon, qui était une super bonne nouvelle. Donc, vraiment, il n'y avait plus d'élimination de bactéries à faire. C'est là qu'on commençait la réparation pour elle, ce qui était vraiment superbe. Et juste pour montrer aussi, comme je disais tout à l'heure, des fois au niveau du petit intestin, il peut y avoir des bonnes bactéries qui descendent en arrière si on a une digestion lente. Et les bonnes bactéries ne sont pas si problématiques. Et c'est pour ça que souvent, c'est très important de travailler avec un professionnel qui a beaucoup d'expérience, qui a vu beaucoup de différents cas, puis qui est capable de dire, OK, là, c'est encore un peu positif, mais non, c'est le temps de passer à la prochaine étape parce que j'ai vu différents cas, etc. Donc, c'est ça, c'est un peu cette expérience clinique qu'il faut qui aide à avoir des résultats un peu plus sans avoir à faire des protocoles pour rien. Et donc, on voyait vraiment ici qu'elle avait vraiment beaucoup de bonnes bactéries. Et souvent, quand on a beaucoup de bonnes bactéries, ils peuvent retourner en arrière très facilement. Donc, j'espère que je vous perds pas trop. Je sais que j'explique des cas très complexes. C'est une méthode complexe, mais en gros, je sais qu'on reçoit beaucoup de questions, puis les gens aiment ça quand même, ces études de cas pour vraiment montrer que ça peut varier d'une personne à l'autre. Et donc, là, on a vraiment travaillé sur améliorer sa bonne flore puis commencer la réparation parce que souvent, quand on a eu des mauvaises bactéries dans le passé, on peut avoir un intestin perméable. Donc, je parle un peu plus de tout ça dans le webinaire. Et donc, en gros, déjà rendu là, le premier cas,
quand elle a commencé son protocole de réparation, au niveau digestif, c'était de plus en plus beau, elle avait vraiment plus aucun rapport, moins de ballonnement, elle avait toujours pas repris d'antihistaminique, elle avait pas eu de problème d'asthme non plus, ça se gérait très bien, l'énergie allait de mieux en mieux, elle avait l'énergie en soirée pour cuisiner, faire la vaisselle, faire des activités aussi de plaisir, c'est pas juste à propos de travailler, c'est aussi, moi ça me touche vraiment beaucoup, hein, des fois quand la vie n'est pas juste à propos du travail puis de survivre, c'est à propos de vivre aussi puis de s'amuser. Et donc, elle commençait à avoir de l'énergie pour ça. Elle perdait aussi moins ses cheveux. Sa douleur était passée de 70% du temps présente à 20% au niveau du cou et de la tête, donc elle était très contente. Et elle avait encore de la difficulté à s'endormir, ça lui prenait environ 1 heure en moyenne, mais elle avait l'impression que son sommeil était plus récupérateur. Du côté de l'autre personne, elle était passée d'être constipée et vraiment avoir la difficulté d'y aller aux 2 jours à maintenant en avoir à tous les jours. C'était vraiment un gros wow pour elle parce que en plus, elles n'étaient pas dures, elle avait vraiment pas beaucoup de ballonnement, donc elle se sentait vraiment mieux à ce niveau-là. Par contre, elle avait encore beaucoup de fatigue et vraiment au niveau de son humeur, c'était très difficile. La douleur était pareille et quand elle n'avait pas d'énergie, elle était plus statique, donc c'est pire au niveau de la douleur dans ces temps-là. Donc, juste pour vous montrer déjà 2 personnes qui ont l'air d'avoir des problèmes similaires, qui vont réagir très différemment. Et ensuite, donc, on avait vu, là, on a fait les 3 premières étapes, le système de fermentation. Là, on va au système de métabolisation. Puis pourquoi on les met les 3 sur la même ligne? C'est parce que souvent, il y a certaines personnes, si jamais au niveau de leur métabolisation, ça va bien, souvent le système d'optimisation, le système de production, on n'a rien besoin de faire parce que la métabolisation impacte la production de nos hormones, etc. Ensuite, on n'a rien besoin d'optimiser si jamais on y arrive. Donc, ils sont toutes les 3 sur la même ligne, mais on commence toujours avec le système de métabolisation. Et donc, c'est quoi le système de métabolisation? J'explique beaucoup plus dans le webinaire, mais en gros, dans cette partie-là, on essaie de voir c'est quoi la vitesse de métabolisation du corps, du système. Est-ce qu'on élimine rapidement ou pas? Et donc, il y a certaines personnes qui vont avoir une métabolisation très rapide. Et donc, ce genre de personnes, c'est souvent des gens qui vont avoir les pires habitudes de manger du junk, du fast-food, être sédentaire, puis avoir encore une très bonne santé. Alors que d'autres personnes avec une métabolisation régulière vont un peu être comme la norme. Les gens, si jamais ils mangent pas bien ou quoi que ce soit, ils vont avoir un peu de symptômes ici et là avec le temps. Mais souvent, ça prend du temps pour se développer. Puis les personnes qui vont avoir une métabolisation lente vont être un peu plus sensibles que les autres. Ils vont réagir souvent un peu plus rapidement que les autres. Et les personnes avec une métabolisation très, très lente, c'est souvent les personnes qui vont avoir un parfait style de vie, une alimentation impeccable et encore avoir des problèmes. Et donc, en sachant c'est laquelle la métabolisation, on est capable vraiment de numéro 1, supporter le système pour mieux métaboliser et surtout pour les personnes qui ont une métabolisation très lente ou un peu lente aussi, avoir des protocoles spécifiques pour eux parce que très souvent, ça peut être très frustrant comment les personnes qui ont une métabolisation très lente ou très lente ça va leur prendre beaucoup plus de temps pour avoir des améliorations. Et des fois, dépendamment de combien d'années ça fait qu'on a ce problème, on ne peut pas le régler en quelques mois ou quoi que ce soit. Donc, surtout pour les personnes qui ont une génétique très, très lente, c'est là que il faut un protocole spécifique. Et donc, en gros, on ne peut pas juste se fier sur comment qu'on se sent en général, un peu les quatre différentes façons que j'ai décrites. On ne peut pas se fier sur ça parce que souvent, si jamais on a une mauvaise flore, une mauvaise digestion, une mauvaise absorption, ben on peut avoir ces symptômes à cause de ça. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment rendu à quand on a les fondations, les 3 fondations des premiers systèmes de digestion, d'absorption et de fermentation. C'est là qu'on peut vraiment voir, OK, qu'est-ce qui reste comme symptôme? Et c'est ça qui permet
de vraiment ne pas avoir besoin à faire des tests très dispendieux de génétique parce que justement, c'est ce qu'on appelle la nutrigénétique, sur comment certains nutriments peuvent accélérer l'expression de nos gènes, donc comment ils vont répondre à notre environnement. Et parce que ces tests génétiques sont très, très, très dispendieux, souvent, nous, à cette étape, en voyant comment les personnes répondent, on est capable vraiment de trouver dans quelle catégorie on se retrouve. Et j'ai presque tout le temps confirmé pour les personnes qui voulaient absolument faire un test génétique pour être sûre. Je l'ai presque tout le temps. En fait, je crois que je suis à 100% de confirmation d'exactement ce qu'on pensait. Ensuite, donc, c'est vraiment dans cette étape, comme je disais, c'est les personnes qui ont une métabolisation rapide régulière, souvent vont péter le feu, vont dire, mon Dieu, je ne savais pas que c'était possible de se sentir aussi bien à mon âge. Mais les personnes qui ont une métabolisation un peu lente vont commencer à se sentir un peu mieux, mais ça va prendre un peu plus de temps. Puis les personnes qui ont une métabolisation très, très lente, ils doivent être vraiment beaucoup plus patientes. Des fois, ça peut prendre 2-3 ans de plus pour avoir des améliorations, mais la bonne nouvelle, c'est que le plus tôt on détermine qu'on a cette métabolisation très, très lente, le plus tôt qu'on peut faire un protocole spécifique à leur génétique, et donc à ce moment-là, de pouvoir aider le système à bien métaboliser quoi que ce soit qui rentre en contact. Et donc, en gros, les résultats vont prendre un peu plus de temps. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai voulu montrer 2 différents cas parce que il y avait quelqu'un une de ces personnes-là qui avait une métabolisation très lente. Et donc, je voulais montrer que des fois, il y a certaines personnes qui vont avoir une amélioration très rapide et d'autres un peu plus lentement. Et donc, que ça peut être décourageant, mais que ça vaut quand même la peine de travailler au niveau de ces fondations parce qu'on a un protocole spécifique et là, on sait exactement c'était quoi la cause du problème. Et donc, en gros, pour la première personne, elle, rendue là, juste avant qu'on commence, elle avait presque plus mal au cou ou au dos, elle avait une super humeur qui semblait vraiment beaucoup plus stable. Elle avait, je ne sais pas pourquoi c'est pas ressorti, je pense que ici, il était supposé avoir le rythme de sa métabolisation, je vais peut-être pas vérifier bien mes diapos, mais en gros, après, quand on a commencé à découvrir quelle métabolisation elle avait, c'est là que la fatigue est ressortie. Donc, elle était dans une métabolisation un peu lente. Donc, pas très lente, mais dans la 3e catégorie. Donc là, la fatigue est revenue un peu plus de saut d'humeur, surtout pendant ses menstruations, et ses menstruations étaient un peu plus abondantes. La constipation était un peu revenue, surtout avec le stress. Les raideurs dans le cou étaient un peu revenues, douleur au dos pendant la nuit, mais le sommeil avait l'air d'être en amélioration. Et ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas pris d'antihistaminique et récemment, elle avait pris un comprimé, mais elle semblait dire que c'est parce que je n'avais pas passé la balayeuse, j'avais beaucoup de poussière, donc probablement que ça n'avait pas aidé. Et donc voilà, elle tombait dans la catégorie métabolisation un peu lente, et donc à ce moment-là, ça prend un peu plus de temps que les autres qui ont une métabolisation régulière ou une métabolisation rapide. Donc ça peut être normal. Et l'autre personne, rendue juste avant qu'on commence, qu'on vérifie, la digestion allait super bien, elle avait une amélioration dans son énergie, mais elle était encore un peu fragile, son humeur s'était beaucoup améliorée, elle avait une amélioration dans ses douleurs, mais elle n'avait toujours pas d'endurance. Et elle s'est vraiment retrouvée dans la métabolisation très lente. Et donc là, c'était difficile parce que la fatigue et les douleurs étaient revenues. Donc, la petite amélioration qu'elle avait eue, elle l'avait reperdue. Là, son humeur était très fragile. C'est très difficile quand on a une métabolisation très lente génétiquement parce que justement, ça prend plus de temps. Donc, au niveau de l'humeur, on peut être beaucoup plus affecté parce que on sait que ça va prendre un peu plus de temps. Puis, c'est pas nécessairement que tout le monde, ça va prendre plus de temps. Et c'est pas parce que les gens... comme je disais tout à l'heure, j'ai eu des personnes qui avaient un parfait style de vie puis qui avaient encore plein de symptômes, plein de problèmes, et c'est pas parce que c'est pas parce que avant de faire le programme c'était comme ça qu'ils se retrouvent tout de suite dans la métabolisation très lente. J'ai déjà eu des personnes qui étaient dans ce profil puis que finalement avaient une métabolisation normale ou rapide, mais qui était vraiment reliée au système digestif. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire dans cette partie-là. Et avec le protocole spécifique qu'on a fait pour sa génétique, c'est là que les douleurs allaient mieux, la fatigue était souvent là, mais l'humeur était bonne. Donc là, ça commençait à aller mieux.
Et donc là, on avait regardé le système de métabolisation. Là, on tombait dans le système de production où on va aller regarder beaucoup la production d'énergie dans chacune des cellules. Donc, qu'est-ce qui reste? La production des hormones. Donc, en gros, c'est là qu'on faisait un test hormonal. Et puis ça, c'était pour la première personne où on voyait que, donc vraiment au niveau de son hormone d'inflammation, de stress, on exposait dans la courbe bleue. Et vraiment, elle était dans la norme partout, sauf que vraiment en après-midi, vraiment plus tendance basse. Et donc là, c'est là que son profil qui faisait toujours qu'elle avait moins d'énergie en revenant de la maison, etc. On le voyait un peu, donc là, on voulait aider encore plus au niveau de son système de production. Pour l'autre, et au niveau de son sommeil, on voyait que la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, au coucher, elle était faible, elle se posait à 30, 20, puis 60, puis elle était à 12, et au lever à 5. Donc, il fallait travailler aussi sur ça. Des fois, juste on ne produit pas l'hormone à cause de notre hygiène de sommeil, si jamais on a des écrans, etc. Il y a plusieurs choses qui peuvent impacter. Et la deuxième personne, c'est très intéressant son profil parce que elle avait un résultat très, très élevé le matin. Donc, ça dépassait le graphique, il passe pas au-dessus de 4, puis elle était à 4,43. Donc, beaucoup de stress et d'inflammation le matin. Donc, il fallait vraiment plus travailler sur calmer son système qui était très, très inflammé. Mais sinon, le reste de la journée, c'était quand même bien. Donc, on voyait qu'on avait quand même fait une bonne réparation au niveau digestif, mais il y avait encore un peu de travail à faire. Puis souvent, les personnes qui ont une métabolisation très lente, des fois, ça peut aussi prendre du temps à juste retrouver la norme à ce niveau-là. Et elle aussi, au niveau de l'hormone de la mélatonine, il y en avait très, très peu. Donc, ça fait souvent qu'on n'a pas un sommeil profond, mais aussi qu'on se réveille plus fatigué parce que le sommeil n'a pas été profond. Et donc, c'est là que on était rendu au système d'optimisation. Donc là, OK, maintenant qu'on a eu toute l'information sur les différents systèmes, qu'est-ce qui reste comme défi, comme problème? Et là, on sait exactement qu'est-ce qui reste un peu à travailler parce qu'on a eu l'information sur tous les différents systèmes, c'était quoi leur débalancement. Donc, par exemple, pour ces deux personnes, oui, les deux avaient un tout petit peu de problème de digestion qu'on a travaillé, donc pour qu'ils puissent bien digérer leurs aliments. Ensuite, l'absorption, qu'on a éliminé la surcroissance, donc là, il y avait une meilleure absorption. Au niveau de la fermentation, on s'est assuré de rééquilibrer le microbiote. Et ensuite, au niveau de la métabolisation, on leur a donné des protocoles spécifiques pour leur niveau de métabolisation. Au niveau de la production d'hormones, on a commencé à travailler là-dessus. Donc là, quand on regardait, oups, je vais voir aussi, j'ai fait une petite erreur ici. Bon, ignorez ça, j'y arrive. Donc, pour le premier cas où est-ce qu'on était rendu, là, la constipation avait disparu, elle avait de moins en moins de ballonnement, elle savait exactement quels aliments étaient problématiques parce que justement, pendant qu'on fait le système de métabolisation, c'est là qu'on élimine aussi les aliments les plus inflammatoires, puis après, on les réintroduit un à la fois pour vraiment voir c'est lesquels qui ont encore une mémoire. J'en parle un peu plus dans le webinaire, si jamais vous ne comprenez pas de quoi je parle. Puis avant, elle avait vraiment beaucoup de ballonnements, beaucoup de rapports, donc pour elle, elle était très, très contente à ce niveau-là. Elle avait rarement à la tête. Avant, elle avait des maux de tête presque à tous les jours. Elle avait moins de raideur, plus de facilité à s'endormir le soir. Elle se réveillait plus tôt le matin. Elle était plus prête à commencer ses journées et vraiment plus d'énergie. Elle se sentait moins lourde quand elle faisait du sport. Donc pour elle, elle était vraiment très, très heureuse de la progression et de où est-ce qu'elle était rendue. Elle était vraiment rendue à un point où elle se sentait très fonctionnelle dans sa journée. Donc, elle était très, très heureuse de son programme. Pour la femme de 31 ans qui avait la métabolisation très lente, vers la fin du programme, on était arrivé à tout était beau au niveau digestif, il n'y avait pas de ballonnement. L'énergie montait un peu, mais elle stagnait encore. Au niveau des douleurs, c'était en amélioration. Elle trouvait qu'elle avait une baisse de 60%, mais elle avait encore des maux de récupération si jamais elle faisait trop d'exercices, quoi que ce soit, trop d'activités, c'était difficile. Donc, ça prenait plus de temps. Et ça, c'est un peu normal quand on a une métabolisation très lente. C'est souvent que ça va prendre plus de temps. Et donc, c'est là que un peu
vers la fin du programme qu'on travaille sur le système de maintien. Et donc là, c'est là que chaque personne ressorte avec un plan long terme qu'on leur crée pour vraiment se rappeler tout sur une feuille de tout ce qu'il y a besoin de garder en tête, tout ce qu'il y a besoin de vérifier de façon périodique ou pas, et tout ce qu'il n'y a pas besoin de faire. Donc, comme ça, c'est quand même assez clair. Et donc, les personnes qui ont une génétique très, très lente, c'est hyper important qu'ils maintiennent leur protocole de génétique lente. Puis souvent, c'est très décourageant parce que justement, comme ça prend plus de temps, puis qu'il y a beaucoup d'efforts qui est mis, parce que nous, c'est au niveau du système de maintien, c'est là qu'on veut que les gens maintiennent que 80% du temps, ils maintiennent un bon style de vie. Et le 20%, il arrive pour les plaisirs, mais des fois, quand on est entouré, quand on vit un peu une pandémie ou quoi que ce soit, tout le stress, ça peut être très, très difficile de maintenir ces bonnes habitudes, même 80% du temps. Donc, c'est souvent là que c'est un plus gros défi. Puis justement, la première personne à la fin du programme, elle disait vraiment qu'elle était très contente. La méthode PASS avait permis non seulement d'avoir plus de connaissances, comprendre comment faire des meilleurs choix, mieux gérer son stress, comprendre comment son corps fonctionne, elle avait plus d'énergie, moins de douleur, de raideur. Elle avait aussi appris quels aliments qu'elle tolérait mieux ou moins bien, et elle se sentait plus outillée pour savoir quoi faire dans différentes situations, parce qu'on outille vraiment tous les gens. À la fin, le dernier cours du programme, justement, est à propos de quoi faire. En tout cas, scénario, j'en parle un peu plus dans le webinaire. Et que elle croit que sans le programme, elle serait restée avec beaucoup de fatigue et de douleur, que ça aurait beaucoup limité sa pratique de sport ou performance au travail. Et donc, elle était très contente des outils qu'elle avait eus. L'autre personne, à la fin de son programme, nous avait laissé un beau témoignage vidéo même si elle avait encore des douleurs, qu'elle était contente de la petite amélioration, de la confiance qu'elle avait eue. Et j'ai voulu la rejoindre pour voir comment ça allait 1 an plus tard, 2 ans plus tard, je ne sais plus exactement combien de temps depuis la fin de son programme, mais je voulais savoir est-ce qu'elle avait maintenu son protocole ou pas. Et ça, elle m'avait partagé que ça avait été difficile et elle avait essayé de remonter la vitesse de son protocole, et souvent, c'est parce qu'on a hâte que ça aille un peu plus vite. Il faut beaucoup de patience quand on a une métabolisation lente, et donc c'est pas toujours facile. Et donc là, en se reparlant, je l'ai remotivée à reprendre son protocole de génétique. Je pense qu'elle avait recommencé quelques mois avant. Donc voilà, en gros, c'était pour vous montrer comment deux personnes différentes peuvent répondre différemment. Et donc, j'espère que ça vous donne une idée. Mais comme je dis, c'est tellement différent d'une personne à l'autre. Mais les 7 étapes de la méthode PASS, on les suit pour tout le monde. Mais après, chaque personne va avoir des résultats différents, vont répondre différents, vont répondre rapidement ou pas. Donc, ça, c'est là que tout se fait à travers du programme, pour pouvoir vraiment bien encadrer les gens, puis vraiment en fonction de ce qui ressort rapidement ou pas, qu'on soit capable de bien les outiller pour savoir quoi faire. Donc voilà, le prochain mois, on ne va pas avoir d'études de cas ou d'études de mois. J'ai décidé de changer un peu la formule. En fait, c'est une de mes mentors qui, moi, avec ma personnalité très perfectionniste, qui aime beaucoup faire du contenu de très haute qualité, avec beaucoup de préparation, etc., elle disait: Natacha, j'aimerais que tu amènes un peu plus de plaisir, de spontanéité dans ta vie. Donc, si jamais vous m'écoutez puis que vous êtes aussi une petite perfectionniste, vous allez peut-être être inspiré par le défi que je fais, parce que c'est vrai que des fois, quand on a tendance à être perfectionniste, on a tendance à compliquer les choses. Et donc, d'apprendre, de simplifier, d'amener plus de plaisir, plus de légèreté, c'est un beau défi que je voulais me donner. Donc, dans les prochains mois, ça va vraiment être plus une formule un peu comme le journal de Nat, où je vais partager des petits moments de ma journée en stories beaucoup, mais aussi de faire des petits lives. Ça va être surtout sur Facebook, les lives. Donc, n'hésitez pas, pour ne pas manquer justement nos prochaines vidéos, à vous inscrire et d'activer les notifications. Donc, que ça soit sur YouTube en cliquant sur le lien subscribe sur notre page YouTube, ou que ce soit sur Facebook, que ce soit sur votre téléphone quand vous aimez la page, de cliquer sur les 3 petits points et de nous mettre dans vos favoris pour recevoir toutes les notifications ensuite, ou sur votre ordinateur de nous aimer
et aussi de cliquer sur les 3 petits points puis de nous mettre dans vos favoris pour que vous receviez toutes les notifications à nos vidéos et aussi sur Instagram. Une fois que vous nous suivez, vous pouvez, c'est là que la petite cloche apparaît et vous donne les options de recevoir toutes nos notifications. Et donc, votre feedback est très précieux pour nous. C'est vraiment ce feedback qui me permet de, moi, m'assurer que je publie constamment des sujets qui vous intéressent. Donc, un j'aime ou quoi que ce soit d'autre comme interaction me permettent vraiment d'avoir des informations en retour, mais les commentaires m'encouragent non seulement à continuer, mais aussi à ajuster le contenu en fonction de vos attentes. Et un partage peut aider d'autres personnes à découvrir qu'il y a peut-être des solutions qui pourraient les aider. Donc voilà, je vous revois la prochaine fois. Et si vous voulez comprendre les détails de la méthode PASS, on a un webinaire qui est quand même assez long, mais vraiment super intéressant. À chaque fois qu'on l'a donné en direct puis qu'on a demandé l'opinion des personnes ou pour nous dire ou couper, tout le monde nous a dit nulle part et qu'ils en auraient pris encore plus. Et donc vraiment, on vous a mis le lien dans la description, mais aussi on recommande fortement de l'écouter avec ceux qui partagent le même lieu de vie. Parce que souvent, c'est eux qui vont être le plus impactés justement par des changements d'habitude si jamais vous voulez en faire. Donc, c'est toujours intéressant qu'ils comprennent pourquoi vous êtes en train de faire ces changements-là. Donc, voilà, on espère que vous avez un très beau visionnement, non seulement de cette capsule, mais du webinaire aussi si vous le voulez. Et sinon, on se revoit la prochaine fois. Bye!